Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation sur ce sujet important, et je suis très contente de partager la table avec Nicolas et Martine. Peut-être quelques mots pour commencer et faire écho à cette notion de nouvelle laïcité dont, en effet, on a été un certain nombre à s'emparer, probablement un peu autour de l'affaire Babylou, mais on aurait pu en vérité le faire bien avant, parce que qu'est-ce qu'on essaye de désigner en fait avec cette expression de nouvelle laïcité? C'est un basculement, je crois, important, et dans ce premier temps, sur le constat de qu'est-ce qui s'est passé, je crois que c'est important de mettre le doigt dessus. Le basculement, c'est quoi? C'est que pendant l'essentiel du XXe siècle, le régime de laïcité qui s'est développé à partir de la loi du 9 décembre 1905, il a vraiment été compris comme reposant bien sûr sur la séparation des églises et de l'État, c'est le titre de la loi de 1905, bien sûr sur la garantie par l'État de la liberté de conscience et du libre exercice du culte, c'est l'article 1er de la loi, mais aussi sur un troisième élément important qui est la neutralité religieuse de l'État. Et neutralité religieuse de l'État, sur l'essentiel du XXe siècle, ça s'est traduit de multiples manières, avec des exigences de neutralité pesant sur les bâtiments publics, avec des exigences de neutralité portant sur le service public, c'est-à-dire toutes les fois qu'un service est rendu, alors si on prend par exemple le service public scolaire, eh bien c'est la neutralité des programmes scolaires qui a été la conséquence. Et puis bien sûr, la neutralité de l'État, c'est aussi la neutralité des fonctionnaires et des agents publics. Donc on a eu cette compréhension exigeante, large de la neutralité au cours du XXe siècle, mais large, mais néanmoins vraiment cantonnée à la neutralité des autorités publiques. Et qu'est-ce qui, selon moi, est vraiment une des dimensions essentielles de ce qu'on peut qualifier de nouvelle laïcité? C'est qu'à partir du début du XXIe siècle, on a vu les exigences de neutralité concerner non plus seulement l'État et les autorités publiques, mais de plus en plus les individus, les personnes privées, dans une multiplicité de configurations. Alors, à certains égards, le premier texte qui marque ce basculement, c'est la loi du 15 mars 2004, qui fait interdiction aux élèves des écoles, collèges et lycées de porter des signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement leurs croyances religieuses, parce que c'est juridiquement le premier texte juridique, la première fois que juridiquement on déduit du principe de laïcité une obligation de discrétion, sinon de neutralité religieuse, qui pèse non plus sur des personnes publiques, des fonctionnaires, des agents publics, mais sur des personnes privées que sont les élèves. Alors ça, c'est un point, et on sait bien que la loi de 2004 a été très débattue, demeure débattue. Ça aurait pu demeurer simplement une exception ou une spécificité de l'espace scolaire, mais il se trouve que cette loi de 2004, elle a emporté un mouvement, parce que à partir de là, on a vu toute une série d'acteurs politiques, institutionnels, essayer de répliquer cette logique, c'est-à-dire de faire déduire du principe de laïcité des obligations de discrétion ou de neutralité religieuse sur les personnes privées dans plein de configurations. Donc on a vu, autour de l'école, on a vu les polémiques récurrentes sur les parents accompagnateurs de sortie scolaire. Si les élèves ne peuvent pas porter de signes, alors il doit en aller de même pour les parents accompagnateurs. Pour les adultes qui sont en formation permanente ou en formation continue, parfois dans des locaux qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale, la question a pu se poser. Puis on a vu d'une certaine manière d'autres basculements, avec une sorte de légitimation dans le débat public de l'idée selon laquelle, au nom de la laïcité, on pourrait interdire certaines tenues. On a cette idée qu'il y aurait des tenues non laïques qui se feraient un chemin dans le débat public. Mouvement qui va connaître un développement assez notable avec la loi du 11 octobre 2010 qui interdit un vêtement religieux spécifique qui est le voile intégral, mais dans tout l'espace public. Mais en réalité, cette idée-là, on la voit se diffuser bien au-delà de la loi de 2010. On se rappelle les polémiques de l'été 2016 sur l'espèce de vague d'arrêtés anti-Burkini, avec bien sûr des interventions du Conseil d'État qui précisent que les
autorités municipales qui interdisent le burkini sur les plages excèdent leur pouvoir de police. Mais en dépit de ces affirmations très nettes du Conseil d'État dès l'été 2016, on voit que ces arrêtés anti-burkini continuent. Chaque année, le Conseil d'État est amené à réintervenir pour répéter toujours la même chose. Et donc ça montre bien que voilà, cette idée selon laquelle il est légitime de réglementer les tenues dans l'espace public avec des arguments qui mobilisent très souvent le principe de laïcité, s'est considérablement développé. Et puis, il y a également la question qui était évoquée dans les ateliers à l'instant, de la laïcité dans l'entreprise. Effectivement, depuis 2016, la loi permet au règlement intérieur des entreprises de contenir une clause générale de neutralité. Et donc, là encore, on a une configuration dans laquelle, finalement, le salarié qui est dans une situation de subordination du fait du contrat de travail, mais qui, depuis notamment les lois Auroux des années 80, conservait ses droits fondamentaux, parmi lesquels notamment la liberté d'expression, y compris la liberté d'expression religieuse, en dépit du contrat de travail, on voit que de plus en plus, l'idée selon laquelle dans l'entreprise, on peut apporter des restrictions y compris importante quand il s'agit d'interdire des tenues à la liberté religieuse, eh bien, là encore, a été considérablement légitimée. Et comme ça a été dit à l'instant, hein, cette restriction en fait à la liberté religieuse dans l'emploi du fait de la loi de 2016, elle a été considérablement renforcée par la loi confortant les principes de la République du 24 août 2021, qui a en fait fait basculer une quantité très importante de salariés de droit privé dans un régime de laïcité-neutralité compris comme interdiction d'exprimer ses croyances religieuses, parce que tous les salariés de droit privé dont l'employeur participe à l'exécution du service public, y compris par le biais d'un contrat de la commande publique, comme ça a été dit tout à l'heure, bascule dans ce régime de laïcité-neutralité. Tout ça pour dire qu'on a donc eu une multiplication considérable, sur une période relativement brève, des configurations dans lesquelles il est possible, au nom de la laïcité, ou en tout cas c'est l'argument qui est mis en avant, de requérir une forme de neutralité religieuse des personnes privées. Et ça, c'est, me semble-t-il, vraiment un point de bascule très très important qui est un critère intéressant pour comprendre la distinction entre la laïcité, non pas qu'elle était parfaite ou qu'elle devait rester absolument immuable, mais malgré tout, c'est la laïcité telle qu'elle s'était stabilisée sur l'essentiel du XXe siècle, c'est la laïcité qui s'est construite dans le cadre de la loi de 1905. Et bien sûr, on n'a pas aboli la loi de 1905, mais il me semble que ces évolutions qu'on voit depuis le début du XXIe siècle en altèrent véritablement, très profondément, la logique ou même la philosophie. Et je dirais juste, pour terminer sur ce point et faire circuler la parole, que de manière intéressante, je crois que vous évoquiez le fait que François Baroin compte parmi ceux qui, je crois que c'est à l'époque où il était président de l'Association des maires de France, avaient mis en avant ce vocable de nouvelle laïcité. C'est très intéressant parce que dans le rapport de 2003 où il dit qu'il faudrait aller vers une nouvelle laïcité, il dit en des termes tout à fait explicites, il poursuit sa phrase en disant une laïcité qui, d'une certaine manière, n'est pas celle des droits de l'homme. Et je crois que c'est un point très important qui permet de comprendre l'importance de la bascule qui s'est jouée voilà, dans cette évolution. Mais je m'arrête peut-être là. J'ai l'impression de parler beaucoup, donc comme ça, je reprendrai la parole après.